Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Nous sommes une nouvelle fois ravis de vous avoir avec nous ce soir pour cette présentation sur un navire plus que révolutionnaire que nous attendions depuis un moment, le Captain Arctic. Donc nous avons annoncé ce partenariat tout récemment avec ce navire, un voilier révolutionnaire qui redéfinit un petit peu les codes de la croisière expédition aujourd'hui, en alliant confort évidemment, mais surtout innovation technologique pour réduire notre empreinte environnementale. Alors comme d'habitude, nous allons faire cette présentation avec nos intervenants ce soir. Vous pouvez réagir par chat, donc avec le petit onglet de chat qui se trouve en bas de votre écran à droite. Vous pouvez nous poser toutes vos questions durant toute la présentation et nous y reviendrons évidemment à la fin de cette présentation avec nos intervenants. Donc ce partenariat avec Captain Arctic est né d'une collaboration exceptionnelle justement entre deux grands explorateurs que nous avons ici ce soir, donc Sophie Galvagnon, navigatrice et capitaine de renom, puisque à l'âge de 26 ans, elle fut la première femme à commander des navires d'expédition polaire, et puis qui est donc la conceptrice du Captain Arctic. Et puis, vous l'avez reconnu aussi sans doute, Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces et explorateur également de renom, qui navigue depuis plus de 50 ans sur ces terres polaires et qui y a dédié pas moins de 14 ouvrages. C'est un partenariat donc qui repose sur des valeurs communes, une passion profonde pour l'exploration polaire, évidemment, un attachement indéfectible au terrain, à l'aventure et à la faune, et surtout un engagement résolu pour un avenir durable ensemble. Alors, je vais laisser la parole à Christian pour le moment, et puis nous déroulerons sur l'ensemble de la présentation pour vous présenter cet incroyable navire. Christian, c'est à vous. Oui, merci Laureline et mesdames et messieurs, chers amis, bonjour pour une courte introduction en fait. Je ne suis pour ma part pas ni commandant de bateau, je suis un homme de terrain et qui connaît le terrain. Et connaissant le terrain, je connais la fragilité de ces régions polaires. J'ai marché sur la toundra pendant des mois, des années. J'ai navigué le long des côtes, pareil, pendant 50 ans, on va dire. Et ces régions polaires sont, comme toutes régions, sont toutes désertiques, parmi les plus fragiles du monde. Ça, nous en sommes conscients. Et c'est bien pour ça qu'on a commencé, il y a maintenant une petite trentaine d'années, que j'ai commencé avec des anciens, allez, permettez l'expression, copains d'expédition, à monter Grands Espaces. Et puis, au fur et à mesure, ma foi, on a suivi l'évolution, mais de plus en plus. Nous nous sommes rendus compte de cette fragilité et combien peu elle était, somme toute et paradoxalement, prise en compte. C'est pour ça qu'il y a maintenant 5 ans, et depuis quelques mois, de manière forte, haute, ferme, assurée, Grands Espaces prend un double cap dans la même direction, mais je dirais avec 2 manettes. La première, c'est la taille des bateaux, pour un tourisme doux, pour un tourisme non invasif, pour un tourisme qui n'est pas celui qui envahit Venise-Dubrovnik ou qui envahit Longyearbyen ou Ilulissat, où les locaux disent qu'ils n'en veulent plus, il y a trop de touristes. Non, un touriste où nous sommes moins nombreux. Imaginez-vous, quand vous habitez comme moi un petit hameau de Bourgogne, qui est tout d'un coup un quart avec 200 Chinois qui viennent vous photographier, et nous on est 16. Il faut se mettre à la place des gens. C'est le respect de base qu'il faut, et surtout l'aventure qu'il faut, parce que l'aventure humaine ne peut se faire non pas en envahissant, mais tout simplement étant petit groupe. Donc il est tout à fait clair que ces bateaux soient des anciens bateaux dans lesquels on met des filtres à carbone, dans lesquels on met beaucoup de batteries, mais qui sont des bateaux qui sont refaits, qui ont le grand avantage, en revanche, sur le plan purement écologique, de ne pas partir à la casse et si vous voulez, de ne pas consommer de nouveaux matériaux. Il y a une approche écologique qui est profonde, sincère et véritable là-dedans aussi. Mais ce ne seront pas les bateaux révolutionnaires du futur. Mais ils ont des petites tailles, des bateaux de 12 places. Premier axe, première manette, je dirais. Deuxième axe, indiscutablement des bateaux neufs. Car si nous voulons faire un concentré
de tout ce qui a été proposé il y a 10 ans comme prototype et qui maintenant tout lentement vient dans l'industrie. Sur un seul bateau, ben non, on ne peut pas le faire sur des bateaux existants. Il faut un nouveau concept, je dirais, du début à la fin. Et c'est exactement le sens de ce bateau Captain Arctic et de ce qu'a voulu le commandant Sophie Galmagnon, c'est véritablement de faire en sorte que ce bateau concentre, je dirais, le meilleur du moment. Le bateau du futur est certainement un bateau qui saura s'adapter, car les normes seront de plus en plus importantes, mais au moins pour le moment, que le bateau puisse être, écologiquement parlant, environnementalement parlant, le plus percutant sur le marché. C'est absolument indispensable parce que dans le cadre, pas même de l'association des organisateurs de croisières expéditions qui est l'AECO ou l'IATO, mais dans le cadre de l'Organisation internationale des croisières, le CLIA. Le CLIA a donné comme objectif clair en 2050, et quand on construit des bateaux, c'est déjà pour 2050, hein, en 2050, d'avoir 0 émission. Alors bon, il faut être clair, je pense pas qu'on y arrivera. Comme on n'arrivera probablement pas en 2035 à n'avoir que des voitures électriques qui soient construites dans le monde, hein, non. Ou en Europe au moins, même pas. Mais le pas est fait, la direction est donnée. Et cette direction de 0 émission, c'est une chose. Il y a une autre direction, c'est d'un moindre impact. Et c'est pour ça que la taille des bateaux va se restreindre. Ce bateau dont vous allez entendre parler, qui va être présenté, n'a que 36 passagers, car il y a déjà des réglementations qui au Groenland limite à 12, au Spitzberg limite à 40, etc. Donc, oui, Grands Espaces a pris un cap clair, voulu, petite taille et environnement, et que nous allons, oui, permettez l'expression, tambour, fifre, trompette, tambour, on y va. On n'a pas peur, c'est clair et net, c'est nous, on est vert, on est petit et on est fiers de l'être. Et grâce à des personnes comme Sophie Galmagnon, ben nous pouvons l'être. Alors merci Sophie. Et je te laisse présenter le bateau. Bonsoir, merci. J'ai l'impression d'avoir un petit souci avec ma caméra, non? Effectivement, on ne te Oui, voit plus. on ne te voit plus, mais on t'entend bien. Bon, écoutez, alors, j'essaie pendant... Hop. Merveilleux, c'est revenu. Mes excuses. Bonsoir à tous. Je suis très fière d'être ici avec vous et de pouvoir vous présenter ce nouveau navire de la flotte Grands Espaces, qui est le Captain Arctic. Et pourquoi je suis fière? Parce que c'est une innovation qui est mondiale, dans le sens où c'est le premier navire d'expédition polaire durable au monde. Alors, si je suis complètement honnête, c'est pas vraiment le premier navire d'expédition polaire au monde, durable au monde, puisque si on va fouiller dans les archives, et d'ailleurs vous pourrez en voir la preuve au musée d'Oslo, si vous allez visiter le Fram, il existait avant des navires d'exploration qui faisaient des campagnes pour la dérive arctique ou pour la conquête de nouveaux continents, déjà à la fin du siècle dernier avec des explorateurs comme Nansen. Et c'est d'ailleurs de ce principe-là qu'on est parti il y a 3 ans pour trouver une solution moderne à ce marché-là, et c'est-à-dire trouver une solution technique pour apporter un navire zéro carbone aujourd'hui qui est capable de faire de l'expédition polaire durable. Et donc, je dis qu'on a fouillé dans les archives parce qu'il a existé de nombreux voiliers d'expédition polaire, on les connaît tous, le Fram, l'Endurance, qui ont mené des campagnes très osées et qui étaient déjà à l'époque propulsés par le vent. Et donc, on s'est posé la question de comment le faire d'une manière moderne aujourd'hui. Et c'est un petit peu de là qu'est né Captain Arctic. Et donc, aujourd'hui, la forme que ce navire a, c'est une longueur de 70 mètres, 5 voiles solaires innovantes. C'est les 5 piliers que vous voyez là. Ce sont 5 voiles de 35 mètres en aluminium qui ont le même profil que les ailes des avions ou que les safrans des bateaux, sur lesquels sont posés des panneaux solaires. Donc il y a plus de 2000 mètres carrés de panneaux solaires qui servent à alimenter toute l'énergie du bord. En d'autres termes, quand il y a un petit peu de vent et du soleil, ce qui est le cas la plupart du temps en Arctique pendant la période estivale, le bateau est
complètement autonome et zéro émission. Pas de bruit, pas d'odeur. Vous pouvez explorer en harmonie avec la nature. Et on reste évidemment sur un concept de petite taille puisqu'on n'envisage pas la vraie aventure et la vraie découverte des zones polaires autrement. C'est aussi la signature de grands espaces avec ces autres navires. Et ici, on aura 36 passagers, 24 membres d'équipage et 18 cabines. Je me permets de dire 3 mots sur ma carrière qui explique aussi d'où viennent le savoir-faire qui a permis de conceptualiser ce navire. Donc, je m'appelle Sophie Galvagnon, je suis capitaine de la marine marchande de formation. Ça fait une vingtaine d'années que je navigue, mais 10 ans en particulier dans les pôles. Et j'ai la chance d'être franco-suédoise, donc j'ai effectué la plus large partie de ma carrière sur la flotte scandinave, notamment à bord des brise-glaces d'État suédois, donc pour des missions de sciences et aussi de commerce. Et ce qu'on y apprend sur ces gros brise-glaces, ces titans des mers, c'est la technicité de la navigation dans les glaces, mais aussi la conception de navires qui sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les glaces ou à travers les glaces. Et ensuite, j'ai aussi eu la chance de commander un certain nombre de navires d'expédition polaire, en particulier au Svalbard, sur de la flotte de 12 passagers et comme des flottes de navires un peu plus importantes. Et donc, ce qui m'anime au quotidien, c'est à la fois la navigation dans les glaces, surtout dans des moments et des conditions un peu challengeantes, mais aussi le goût de l'exploration et de l'aventure, c'est-à-dire toujours composer avec les éléments pour trouver, maximiser le meilleur potentiel des itinéraires, aller à la découverte des zones qui n'ont encore aucune trace humaine, donc ces zones qu'on voit encore notées Uncharted Areas sur les cartes et qui sont vierges de données. Voilà, ça c'est ma passion. Je suis une femme de terrain et c'est aussi pour ça que je trouve qu'on partage des valeurs qui sont les mêmes avec Grands Espaces. Christian étant une légende du terrain dans son domaine. Au niveau des technologies, vous demandez peut-être comment est-ce qu'on atteint ce genre de performance et comment est-ce qu'on arrive à du vrai zéro émission. Le principe de base, ça a été de maximiser le potentiel des énergies naturelles disponibles. Donc, de manière assez évidente, le vent et le soleil. Et c'est de là qu'est né ce concept de voile solaire, donc de combiner ces deux énergies. Et ces voiles-là font 35 mètres de hauteur chacune. Elles peuvent se rabattre comme un couteau suisse. Donc les voiles avant vont vers l'arrière et les voiles arrière se replient vers l'avant. Ce qui permet de pouvoir réduire la surface de voilure. Comme par exemple si on prenait un riz sur un voilier avec une voile souple, et bien là, au lieu de prendre des riz, on abat 1, 2, 3 voiles ou toutes les voiles. Qu'est-ce que je disais? Elles font 35 mètres de hauteur chacune. Elles sont en aluminium et elles permettent de propulser le navire. Donc, à partir du moment où vous avez 10 nœuds de vent, peu importe la direction, le navire peut être propulsé de manière complètement autonome à 6-7 nœuds de vitesse. Et donc, plus la vitesse du vent augmente, plus la vitesse du navire peut augmenter. Évidemment, vous le savez tous, j'imagine, il fait pas le jour éternel ne dure que 6 mois. Et après, vous tombez souvent dans des périodes qui sont plus obscures et donc où les panneaux solaires peut-être seront moins utiles, où le vent sera peut-être moins régulier et plus variable. Et donc, pour pallier à ces aléas, on a quand même une propulsion biofuel électrique, c'est-à-dire qu'il y a des moteurs, au lieu d'être du diesel électrique, c'est du biofuel électrique qui est alimenté par des huiles végétales recyclées et qui permettent donc de propulser le navire sans énergie fossile, peu importe la configuration. Donc ça, c'est pour les éléments de propulsion. Mais sur un navire qui héberge des passagers, on est quand même une 60aine de personnes à bord. Il n'y a pas que la propulsion du navire comme consommateur, il y a aussi tout ce qu'on consomme à bord, la restauration, vos cabines, la mise à l'eau des zodiacs, etc. Et donc tout ça, il a fallu travailler poste par poste pour optimiser la conception, l'ingénierie, améliorer
l'isolation du navire, les consommateurs, etc., pour travailler et voir comment décliner, enfin, comment diminuer la consommation de chaque utilisation. Et bonne nouvelle, on y arrive. Et on y arrive aussi parce que c'est une petite taille. C'est-à-dire que la même chose sur un navire de 200 passagers n'aurait pas forcément été applicable parce que on augmente le nombre de consommateurs et on ne peut pas simplifier de manière proportionnelle l'énergie. Je propose de pas forcément en dire plus sur les technologies, mais vous n'hésiterez pas à me poser des questions à la fin du webinaire. Il y a de nombreuses subtilités, plus ou moins tout a été travaillé. Là, vous voyez les hélices, elles sont également capables de restituer de l'énergie, comme agissant comme des hydroturbines quand le navire est sous voile. Donc, il y a des petites subtilités un petit peu partout pour optimiser et récupérer toute énergie. Ce navire, il est taillé et fait pour l'aventure et pour les glaces, c'est-à-dire que c'est un navire qui sera opéré toute l'année en Arctique, on y reviendra un peu plus tard, et il est adapté aux opérations particulières qu'on en fait de l'expédition polaire de petite taille, c'est-à-dire qu'il a un tirant d'eau qui est assez faible, on est seulement sur 3,1 mètres, donc il nous permet de nous faufiler dans n'importe quel fjord. On a designé et conceptualisé la mise à l'eau des Zodiacs, l'embarquement pour que ça puisse se faire très vite, entre 5 et 10 minutes, ce qui nous permet de, si on a une observation un petit peu dernière minute, un ours qu'on vient de repérer ou un fabuleux coucher de soleil duquel on aimerait profiter par le plan d'eau, et ben on est capable de réagir vite et de suite aller sur le terrain. 36 passagers, je le disais, c'est 19 membres d'équipage et 4 guides. Donc ce seront des guides grands espaces qui seront à vos côtés comme vous en avez l'habitude et qui vous inviteront à des conférences qui vous emportent et vous immergent dans ces milieux-là. Au niveau de la conception, le navire est assez simple, c'est-à-dire que c'est un vrai voilier dans le sens où il est bas sur l'eau. C'est donc pas un cargo sur lequel on a rajouté les voiles. Et ça, c'est assez important parce que le fait qu'il soit bas sur l'eau, ça maximise sa surface de voilure et la prise au vent. Et ce qui fait aussi que les voiles sont réellement efficaces. Ce qui est moins le cas sur des bateaux qu'on transforme et sur lesquels on rajoute les voiles. Alors, c'est toujours très bien, mais on perd un petit peu en aérodynamisme. Et donc, la conception, elle est de 4 ponts. Il y a un pont qu'on ne voit pas là, qui est le pont technique, qui est le pont sous l'eau. Ensuite, vous avez le pont sommeil, ce qu'on appelle, qui est le pont où sont toutes les cabines. Et donc, on y reviendra tout à l'heure, mais toutes les cabines ont vue sur l'extérieur. Elles ont toutes des sanitaires et sont designées d'une manière moderne avec une touche scandinave. C'est aussi là que vous verrez, vous pourrez embarquer dans la mudroom. Enfin, c'est-à-dire qu'avant d'embarquer dans les Zodiacs, vous avez un espace vestiaire dans lequel vous pouvez stocker, laisser vos équipements, etc. pour ne pas encombrer vos cabines et qui, en plus de ça, est chauffé et vous permet d'avoir des vêtements secs et chauds avant d'embarquer. Ensuite, vous avez le pont lieu de vie, c'est-à-dire que ces bateaux-là, ils sont faits pour stimuler la convivialité. En réalité, on est rarement dans sa cabine, sauf pour se reposer ou pour dormir. Vous êtes beaucoup en extérieur ou alors dans ces espaces communs qui sont en soi une aventure, enfin, et surtout des échanges humains, que ce soit avec l'équipage ou avec les guides. Et donc, sur ce pont principal commun, vous avez, si je vais de l'avant vers l'arrière, la passerelle. On a une politique de Open Bridge Policy, c'est-à-dire que vous serez à n'importe quel moment les bienvenus en passerelle pour prendre un café avec le commandant et qui vous explique comment est planifié l'itinéraire de la journée, que vous assistiez aux manœuvres lorsqu'il y a des mouillages, que vous puissiez être en passerelle et vivre un peu les frissons de navigation dans les glaces, etc. Ensuite, évidemment, à partir de la passerelle et même des coursives, vous pouvez circuler sur les ponts et notamment à l'avant et à l'arrière du navire si vous voulez avoir une contemplation qui soit scénique depuis l'extérieur.
Ensuite, un peu plus en arrière, vous aurez le restaurant qui, lui aussi, tous les espaces communs ont une vue qui est maximisée sur l'extérieur. Le but, c'est de jamais couper le lien avec la nature et les zones visitées. Et donc, ce restaurant, il est capable de tous vous accueillir, mais aussi de pouvoir accueillir les guides qui mangeront parmi vous et parfois des membres d'équipage, que ce soit le commandant ou le matelot. Ils pourront se joindre à vous et partager quelques anecdotes de marins polaires. Vous avez aussi une librairie qu'on appelle aussi salle d'expédition, c'est-à-dire que c'est un petit peu un lieu, un sanctuaire en fait de l'expédition où vous y trouverez des ouvrages qui sont sourcés sur différents explorateurs. Vous y trouverez aussi des vieilles cartes. C'est un endroit où vous aurez des pièces qu'on a ramenées d'expédition, des objets d'artisanat locaux, etc. Donc c'est vraiment un lieu assez immersif qui pourra aussi héberger des workshops ou le moment où vous pourrez discuter avec les guides qui préparent un petit peu leur plan du lendemain, etc. Et puis à l'arrière, vous avez ce salon panoramique surélevé qui permet de surplomber le plan d'eau et qui est vraiment le lieu de vie principal dans le sens où vous avez le bar, c'est aussi là où vous pouvez assister aux conférences des guides. Donc ce sera vraiment le lieu de rencontre et d'échange favori. Et ensuite, évidemment, vous avez le pont voile un peu plus au-dessus et où vous pourrez profiter là d'équipements qui sont pas mal pour se relaxer après une bonne journée en excursion, comme le sauna ou la salle de fitness pour ceux qui préfèrent se dépenser un petit peu plus. Et c'est aussi un lieu d'observation qui est assez incroyable puisqu'on est surélevé et ça permet d'avoir des belles perspectives sur l'horizon. Au niveau des équipements, donc on a une large variété d'outils d'expédition, du Zodiac qui d'ailleurs certains seront des Zodiac électriques, donc on sera les premiers à tester ça. Et on espère, si la première saison est concluante, pouvoir transformer toute la flotte en électrique. C'est toujours plus sympa de pouvoir observer la faune sans odeur et sans bruit. Mais on a aussi des kayaks qui permettent de faire un petit peu d'activité au milieu des glaces si on le souhaite, ou des équipements de randonnée, que ce soit pour des environnements qui soient enneigés ou pas. Ici, vous avez des images que j'imagine pour certains, vous connaissez, d'activités que vous connaissez bien. Je pense qu'on fait rien de plus, rien de moins que ce que vous connaissez sur d'autres navires grands espaces. Mais c'est sûr qu'un bateau de 70 mètres est assez spacieux et donc vous pouvez respirer. On a de la place de stockage pour héberger de multi-activités et beaucoup d'équipements pour réaliser toutes ces excursions. Au niveau du design à bord, on voulait aussi rester cohérent et être fidèle à notre ADN. Notre ADN, elle est aussi locale et scandinave. Et donc, on a voulu s'inspirer du design épuré scandinave et aussi maximiser l'utilisation de matières nobles et naturelles. Donc, il y aura beaucoup d'essence de bois, de laine, des couleurs qui sont plutôt chaleureuses, un peu comme quand vous allez dans les huttes de trappeurs. Finalement, l'environnement est complètement blanc et immaculé. Et quand vous rentrez dans la hutte, c'est du bois, c'est plus chaleureux, même si c'est seulement la petite bougie qui vous réchauffe. Il y a un peu cet esprit cocon qu'on essaie de reprendre. Pour ça, on a fait appel à une designeuse qui s'appelle Joséphine Fossé, qui, entre autres, a aidé à reconceptualiser l'Orient Express ou ce genre de transport iconique et historique. Et donc, comme je vous le disais, là, on voit bien à droite, c'est une modélisation d'une cabine type. Donc, toutes les cabines sont identiques, sauf 3 qui sont au pont supérieur et qui sont des suites légèrement plus grandes et avec des sabords plus entiers. Mais vous avez une vue donc, directement sur l'extérieur avec cette signature qui est constituée de plusieurs hublots qui s'enchaînent comme un peu un code de vieux automates. Et vous avez une partie chambre, les lits peuvent être doubles ou séparés.
Ensuite, vous avez évidemment dans la coursive qui rentre vers la chambre, donc dans l'espèce de petit couloir, un espace avec des armoires pour y mettre et stocker toutes vos affaires et des salles de bain privatives. Et au niveau du salon, donc ici c'est une vue un peu réduite, mais ça donne un aperçu un peu de cet accès à l'extérieur. Et évidemment, on a essayé de mettre du mobilier qui reste réfléchi dans son allure, mais qui est aussi possible de redisposer, c'est-à-dire qu'on peut mettre des configurations qui sont adaptées à conférences, à des workshops, à des soirées, à des dégustations de saumon pêché, etc. Ici, vous verrez un aperçu du restaurant à gauche. Donc, on essaie de faire varier un petit peu le format de restauration à bord le long du voyage pour que tout ne soit pas trop routinier. C'est très routinier, vous savez, la vie à bord d'un bateau. Donc, on essaie un peu de casser ça et de mettre du rythme. Et donc, parfois, vous aurez des buffets. Parfois, ce sera du service à l'assiette. Parfois, on se permettra de peut-être vous inviter à prendre quelques entrées ou un cocktail sur la terrasse arrière. On essaie un petit peu d'occuper la place du navire parce qu'au final, ce navire, en fait, c'est aussi le vôtre pendant toute cette expédition et il faut vraiment se l'approprier un peu comme un chez-soi. Et puis, évidemment, le rendez-vous de toutes les fins d'après-midi, le bar, avec, on s'approvisionnera en boissons locales, donc notamment en partenariat avec la brasserie la plus au nord du monde, la brasserie du Svalbard. Donc, vous pourrez y déguster toutes ces belles choses. Au niveau de notre personnel, c'est un bateau qui bat pavillon français. Et notre objectif, c'est d'avoir un équipage qui soit mixte français-scandinave. Encore une fois, c'est non seulement notre ADN, mais c'est aussi des expertises qui sont très intéressantes à aller chercher, des expertises de terrain. Et c'est avant tout ça qui compte dans votre expérience. Et donc, on va chercher les meilleurs talents pour les navigations et pour les opérations des navires dans ces zones polaires. La langue à bord sera française, donc pas de souci de ce côté-là. Et évidemment, ça me tient à cœur, vous l'imaginez, il y a peu de femmes dans le milieu maritime. Le dernier rapport, c'était 1%, donc on va essayer de travailler à augmenter ce pourcentage-là. Et idéalement, avec un objectif évidemment de mixité égale, donc 50-50, c'est le but. Vous nous direz si on y arrivait. Maintenant, parlons un peu de la zone de navigation. Comme je vous le disais au début, ce navire est dédié à l'Arctique. Pourquoi notre vision, c'est de croire qu'un navire peut être optimisé énergétiquement et conceptuellement pour une zone d'opération donnée. C'est-à-dire qu'un navire qui est optimisé pour faire de l'expédition polaire ne sera pas le meilleur outil pour ensuite aller faire de l'expédition en zone tropicale. Et c'est pour ça qu'on a voulu le tailler pour cette zone en particulier, qui est ce que j'appelle l'Arctique Est. Donc, pas extrême Est, qui est fermé, comme on le sait aujourd'hui, mais qui consiste à rester donc, entre Norvège, Svalbard et Groenland Est, et de faire cette boucle tout au long de l'année. Et donc, ça permet aussi d'avoir des équipages qui évoluent en fait dans cette même zone toute l'année, d'avoir des contacts avec les locaux, de pouvoir créer des programmes sur du long terme et donc de nouer des réelles compétences de terrain. Et pourquoi est-ce que je parle du contact avec les locaux et les projets sur le long terme? C'est parce que notre navire héberge aussi de la science. On a un laboratoire scientifique à bord. Donc, quand vous serez à bord, vous pourrez être amené à vous-même à être invité à faire de la science participative si vous le souhaitez, à entendre certains scientifiques parler des programmes qui sont hébergés. Donc pour ça, et pour avoir une action efficace avec des partenariats et des instituts locaux, il faut pouvoir rester sur le long terme, il faut pouvoir se projeter sur des échantillonnages de saison en saison. Et donc, en ce qui concerne ce qui va au-delà du tourisme, on a aussi une mission de dépollution plastique. Chaque année, donc on dédie une semaine à faire uniquement du ramassage plastique, donc ça c'est hors croisière.
et hors expédition. C'est seulement dédié à ça en partenariat avec une association locale du Svalbard. Je vais peut-être m'arrêter là, ou alors est-ce que vous voulez qu'on prenne des questions à partir de maintenant et ensuite on parle un petit peu des voyages du Capitaine Arctique? On peut tout à fait prendre des questions maintenant et puis dérouler d'autres s'il y en a après sur les itinéraires sur lesquels je m'étendrai peu. Hein. Le but, c'est vraiment d'en savoir le maximum sur ce bateau. Alors, il y a quelques questions auxquelles j'ai déjà répondu un petit peu via le chat et l'onglet questions, notamment sur les cabines individuelles, cabines à partager. Donc, oui, il y aura cette possibilité de partager les cabines selon demande. Ensuite, je vais un petit peu classer les questions en fonction de catégories. Donc, on va partir plus sur le bateau. On me demande sa classification glace. Alors, ce n'est pas un navire brise-glace, c'est un navire classé glace. La différence entre les deux, c'est que les brise-glaces sont là, comme le nom l'indique, pour briser la glace. Donc, je schématise, mais ils montent sur la glace et c'est sous leur poids qu'ils cassent. Ce qui fait que pour être brise-glace, il faut qu'ils soient des navires très lourds avec des grosses puissances. C'est pas l'usage qu'on en a là-haut et c'est pas le besoin et c'est pas compatible avec un navire zéro émission. Et donc, c'est un navire qui est renforcé pour les glaces. Et la nouvelle norme, aujourd'hui, une nouvelle codification, c'est PC5. C'est l'équivalent avant du Swedish Finnish Ice Class 1A, pour ceux qui connaissent. Et on est allé, c'est-à-dire qu'il est certifié comme tel, mais on est allé au-delà de cette certification avec nos connaissances de concepteurs de navires glace et notre expérience des brise-glaces. On a travaillé sur des meilleurs profils de coque, notamment des échantillonnages qui sont un peu plus resserrés, bref, sur la structure, de manière à ce que ce soit un navire qui évolue avec peu de friction dans les glaces pour pouvoir aller assez loin dans le pack. Parfait, merci Sophie. D'autres questions, je pense, sur le biofuel et sur la propulsion directe. Si tu peux nous, ouais. Tu peux nous en dire. Tout à fait. Donc, concernant le biofuel, il s'agit de HVO, Hydrated Vegetable Oil. C'est donc de l'huile végétale recyclée. C'est du biofuel qui est relativement peu utilisé encore en France, mais il est de manière très large en Norvège et notamment sur toute leur flotte côtière, etc. Donc c'est un biofuel qui est de plus en plus répandu et qui a déjà fait ses preuves et dans le maritime et dans l'industrie terrestre dans les pays nordiques. Et donc comment est-ce que ça se passe? Comme je vous le disais, de manière majoritaire, on n'a pas besoin des moteurs et on peut être propulsé par le vent et l'énergie solaire qui est stockée dans des batteries et qui, quand elle est excédente à la consommation du bord, peut être rétribuée dans les hélices et donc propulser aussi le navire de manière complètement verte. Et quand il n'y a pas de vent, pas de soleil ou qu'il manque un petit peu d'énergie, eh bien on peut faire un complément en démarrant un groupe électrogène qui tourne au biofuel et qui alimente un moteur alternateur électrique qui lui-même alimente la propulsion électrique. Parfait, très clair. Est-ce qu'on peut donner quelques précisions sur le laboratoire scientifique qui est mentionné? Quelles sont ses fonctions? À qui il est destiné? Oui, donc c'est un laboratoire scientifique qui est au pont technique puisqu'il faut qu'il soit sous l'eau pour pouvoir prendre des échantillons d'eau et le plus à l'avant possible du navire. Il fait 15 mètres carrés. Il hébergera plusieurs outils de prise de données automatique, notamment pour faire des études sur le plancton, sur le taux de CO2. Mais tout ça n'est pas encore complet et exhaustif, c'est-à-dire qu'on est en train de structurer les partenariats avec les instituts scientifiques. Pour l'instant, on parle beaucoup aussi avec le British Antarctic Survey, avec l'IPEV en France. Enfin, on a différents interlocuteurs et on essaie évidemment de maximiser les échanges avec les instituts locaux, donc l'UNIS, l'Institut polaire norvégien, etc.
Très bien, merci. Je continue avec les questions. Alors là, peut-être un peu plus sur les équipements du bateau. On me demande combien de Zodiac il y aura à bord pour 36 passagers. Donc, il y a 4 Zodiac plus un spare ou un 5e Zodiac quand il faut faire des eaux de cruise qui sont un peu plus longues et qui permettent que tout le monde ne soit pas trop entassé ou voilà, qui donnent de la flexibilité sur l'encombrement. Alors après, je vois qu'il y a des questions sur les équipements des cabines. Mais je pense qu'on a, enfin voilà, tu as un peu, enfin on peut revenir dessus, hein, mais tu as déjà un petit peu détaillé dans la présentation. Alors on me demande par exemple si on a la possibilité de faire sécher les parkas dans la cabine, enfin peut-être les équipements globaux. Oui, alors il y a la possibilité de faire sécher la parka dans la cabine, mais surtout il y a la possibilité de mettre la parka dans le vestiaire qui lui a un système d'air chaud pulsé et qui vous permettra d'assécher de manière plus rapide et puis surtout de ne pas encombrer la cabine avec ce matériel-là qui est plutôt après dédié à embarquer dans les Zodiacs. Et alors, on me demande si des tests ont déjà été faits avec ce bateau dans les différentes régions dans lesquelles il est supposé naviguer. Alors, le bateau est en construction, donc les tests n'ont pas encore été faits, mais il n'y a rien, enfin, après, il n'y a rien de, comment dire, de si atypique que ça. Enfin, ça reste un bateau sur lequel on met des voiles, donc ce genre de... Je veux dire, il n'y a pas de grosses surprises à attendre. Évidemment, on en attend beaucoup de la donnée sur les performances des voiles. On a plutôt une tendance à être pessimiste et conservateur, donc on s'attend plutôt à des bonnes surprises, mais on verra. Et il y a des prototypes qui ont été construits pour les voiles, si c'est ça la question, mais le reste du navire est plutôt relativement classique, dans le sens où ça reste un bateau glace. Alors, est-ce que ce bateau naviguera aussi en Antarctique à terme? Alors, pas celui-là, puisqu'il a... Enfin, en tout cas, pas tant qu'il trouve des occupations en Arctique. Mais on n'exclut pas de faire une petite sœur un jour s'il faut pour l'hémisphère sud. Très bien. Alors, peut-être quelques questions en plus. Ce bateau peut-il arriver jusqu'à la banquise, comme le fait l'Ocean Nova, pour déposer les passagers? Bien sûr, il peut même aller au-delà, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment d'aller naviguer à travers la banquise. Oui, oui, il est taillé pour les glaces. J'aurais été bien trop frustrée d'avoir un bateau qui puisse pas rentrer dans les glaces. Et alors, petite question subsidiaire, que fera le bateau de décembre à mai? Donc, de décembre à mai, on est en Norvège. Oui, c'est vrai là, c'est pas noté, mais il y a une grosse partie d'exploitation en Norvège. Alors, excepté que décembre, on a toujours un mois dans l'année qui est un peu dédié à ce qu'on appelle l'arrêt technique du bateau. C'est un peu comme la voiture, il y a un contrôle technique. Donc nous, c'est pareil, sauf que ça dure un peu plus longtemps. Et c'est un temps qu'on prend volontiers pour faire aussi de la maintenance, etc. et des appros. Mais sinon, ce sera Norvège. Voilà, donc bon, je crois que j'ai un peu pris toutes les questions pour l'instant. Je continue un petit peu, donc puisqu'on est sur les destinations avec vraiment un aperçu rapide sur les destinations et les voyages qu'on propose avec Grands Espaces sur le Captain Arctic. Donc, comme vous avez pu le voir sur notre newsletter, hein, le Captain Arctic sera lancé avec Grands Espaces sur la Norvège. Donc, en 2026, ça sera en novembre 2026. Ce sont des itinéraires donc d'automne en Norvège, ce qui est très agréable. Hein, c'est vraiment les fjords qui sont embrasés par ces couleurs rouges, orangées, chatoyantes qui viennent colorer l'ensemble des fjords. Et donc là, nous irons jusqu'au Lofoten avec le navire et puis évidemment prévoir des débarquements pour visiter l'ensemble des villages pittoresques qui jonchent les côtes de la Norvège. Donc ça, c'est le premier voyage que vous pourrez réaliser avec ce bateau.
bateau, donc en novembre 2026. Et puis ensuite, il faudra donc attendre la saison juin 2027 pour se rendre donc dans l'archipel du Svalbard. Donc, comme vous le savez, hein, on propose des itinéraires avec des points de chute que vous pouvez voir sur le site. On sait toujours, malgré tout, comme on le précise à chaque fois, que nos itinéraires sont vraiment dépendants des conditions météo et de glace, et aussi dépendants eh bien, des observations. Voilà, on va vraiment au gré des observations durant ces croisières. Donc, ce ne sont pas des itinéraires fixés, mais pour ainsi dire, ces premières croisières de fin juin à début juillet vont être sur la découverte du Spitzberg et puis une partie de la terre du Nord-Est, donc là jusqu'où la banquise nous laissera aller. Et puis nous irons encore plus loin au nord avec la croisière suivante, donc Spitzberg et terre du Nord-Est, du 8 au 18 juillet 2027. Où là, nous pourrons monter d'autant plus, encore plus au nord et faire le tour de la terre du Nord-Est pour découvrir encore d'autres paysages bien différents de ceux du Spitzberg, avec notamment la plus grande barrière de glace de l'Arctique, Brasveldbrin, pour faire court. Et puis ensuite, nous partirons donc du Spitzberg jusqu'au Groenland. Alors là, j'ai mis une carte et il me semble, Christian, qu'il y a eu un petit changement récemment. Je vous laisse intervenir dessus. Oui, j'interviens sur la carte et ensuite sur 3 petits points. On a eu, pas plus tard que hier, une conversation, nous étions une quarantaine, une conférence, je dirais, avec les autorités groenlandaises, et notamment le chef de la police, puisque le Groenland, voulant de plus en plus avoir ses propres lois, et c'est normal, c'est un pays autonome, a demandé à ce qu'il n'y ait que 13 lieux où on puisse entrer au Groenland. Et parmi ces 13 lieux, sur la côte est, il n'y avait que Tasiilaq au sud et Ittoqqortoormiit. Et donc, cet itinéraire que j'ai donné, on va dire entière, enfin, il y a plus de temps, mais n'est plus bon. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin d'aller du Spitzberg à Ittoqqortoormiit, mais on va aller du Spitzberg dans le parc national, puisque la police, considérant que le parc national est inhabité et que c'est pas très pratique de sauter du bateau pour rester dans le parc national, parce qu'on tiendrait pas longtemps, voilà, considère que tant que nous sommes dans le parc national du nord-est du Groenland, donc au nord d'Ittoqqortoormiit, vers les endroits marqués île Shannon, île Sabine, île de Ponteke et plus au nord encore, nous n'avons pas besoin de passer par Ittoqqortoormiit, l'important étant que nous fassions à un moment ou à un autre, et en fait, en fin de voyage, nos formalités à Ittoqqortoormiit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et ça, c'est le chef de la police qui a répondu directement à nos questions, des visus, face to face, comme on dit. Et c'est donc tout à fait clair, c'est un aménagement de la disposition groenlandaise, et vous le savez, donc ça date d'il y a 24 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'itinéraire? Tout simplement qu'on partira du Spitzberg, et vu qu'en général vers le 20 août, on y sera vers le 21 août encore, la banquise est déjà bien au nord, on coupera plus directement vers le Groenland, tout simplement. Maintenant, je voudrais, pour m'avoir simplement intervenir sur 3 points. D'abord sur les zodiacs, il y a eu une remarque en disant 10 personnes par zodiaque, c'est pas bien. Ça dépend quel zodiaque. Hein. Vous savez, tous les bateaux utilisent les Mark 5, les Mark 6, ces zodiacs-là, et ils sont très bien, ils sont formidables. Mais si vous allez dans le port Hercule à Monaco, quand vous allez à Lorient, ou quand vous allez dans un certain nombre de lieux, vous avez d'autres lieux, vous avez d'autres zodiacs qui sont là. Donc, ça dépend de la taille des zodiacs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec 5 zodiacs pour des croisières zodiacs nouvelle génération, on est large. Hein, on est large. Hein. Il y a même des zodiacs qui, avec des places assises, etc., je peux pas vous le garantir, mais on fait de nos jours des zodiacs différents. L'autre chose, c'est une question très gentille et sympathique par rapport à Grands Espaces, en disant mais vous n'aurez plus assez de place par rapport à l'Ocean Nova, oui c'est vrai, mais nous aurons
aurons quand même 4 bateaux de 12 places en 2027 et 2 bateaux de 36 places. Il y aura Captain Arctic et il y aura un autre bateau. Et enfin, que fait le voyage, que fait le bateau en avril-mai? Ben, il est au Spitsberg, il est au Svalbard, et c'est peut-être Sophie qui va prendre mon relais, puisque, en revanche, évidemment, au mois d'avril, il fait -10, il fait -15, malgré le réchauffement du climat, et que mais il y aura des voyages qui se feront à ce moment-là, et Sophie, si tu peux en parler, des voyages de printemps au Spitsberg. Oui, c'est vrai, je savais pas à quel point on avait le droit de divulguer la news des périodes assez tôt au Svalbard. C'est quelque chose d'assez exclusif. On y monte déjà à partir de mars en réalité, mars, avril, mai. Et ça permet d'être là pendant cette période très intime de l'éveil de la nature, puisque c'est le moment où on bascule de l'hiver euh, complètement obscur à l'été où il y a le jour éternel. Et en fait, cette période de 1 mois et demi qui dure au printemps et qui est aussi la même à l'inverse pendant l'automne, elle est assez incroyable parce que le soleil sort de l'horizon. Et donc, il y a un espèce de kaléidoscope de couleurs du fait des filtres de ces rayons qui est assez incroyable. Vous pouvez vous retrouver dans des paysages où le ciel est rose fluo et la glace bleu ciel. Enfin, et c'est aussi un moment privilégié parce que vous êtes seul au monde. Il y a très peu de navires qui ont la capacité d'aller dans ces zones si tôt. C'est sûr qu'il fait un petit peu froid, donc c'est vraiment un univers très, comment on dit, immersif, taillé pour l'exploration. Vous aurez les cils qui gèlent, hein, petite photo qu'on voit, enfin, ça donne des frissons. Mais c'est aussi le moment où vous fait avoir des contacts assez intimes avec la nature qui se réveille aussi, hein, que ce soit, enfin, surtout la faune. Donc bon, vous l'avez compris, personnellement, j'adore ces saisons-là. Il y a aussi beaucoup de glace, donc c'est un autre avantage. Et donc, c'est des voyages que Grands Espaces ouvrira aussi. Oui, alors c'est des voyages qu'on a fait sur d'autres bateaux, hein, le printemps polaire, comme on les appelait, si vous voulez aller retrouver des photos de ces périodes-là qui sont en effet absolument magiques, magnifiques et qui sont très appropriées pour les photographes notamment. Voilà, c'est un autre visage de l'Arctique, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site des photos de cette période, donc plutôt qu'on appelle nous sur le site printemps polaire. Je continue donc juste sur le dernier itinéraire que nous proposons, donc toujours le nord-est du Groenland. On sera donc sur la découverte du parc national du Groenland, vraiment ce qu'on appelle souvent le pays des superlatifs, hein, avec ces icebergs géants, ces pics. Vraiment ces hautes montagnes. Donc là, on sera vraiment au cœur du parc national avec la découverte aussi d'Itokotormit et puis de sa faune polaire. Donc voilà, je m'attarde vraiment pas, hein, sur les itinéraires. Vous pouvez les retrouver tous en ligne. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'équipe Grands Espaces pour avoir beaucoup plus d'informations sur ces itinéraires et si vous avez davantage de questions sur le bateau. Alors, je crois que au niveau des questions, on y a à peu près répondu, je crois. Alors, peut-être dernière question, est-ce qu'il y aura des croisières envisagées sur la côte ouest du Groenland? Je laisse Christian répondre peut-être. Je crois que vous avez des itinéraires Oui, là-bas. enfin, oui, 3 fois oui. Oui, d'abord en petit bateau avec le Nanook dès 2026 et à côte ouest. Il sera en 25, il est sur la côte est, mais ensuite il sera sur la côte ouest tout le temps, chaque année, tout le temps, de Maniitsoq au sud jusqu'à Qaanaaq au nord. Oui, en 2027, quand Captain Arctic sera dans l'Arctique de l'Est, il y aura un autre bateau de 36 places qui sera dans l'Arctique de l'Ouest et qui sera globalement sur les itinéraires d'entre Ilulissat et Resolute Bay ou le passage du Nord-Ouest. Hein. Et ensuite, il est de l'idée de Sophie et de la nôtre d'avoir effectivement un autre commandant
arctique, si je puis dire, un autre capitaine arctique. Tôt ou tard, un tel bateau se trouvera également à cet endroit, globalement autour de la mer de Baffin, alors que là, pour le moment, il est dans les mers de Norvège et de Barents. Eh bien, merci beaucoup pour ces interventions, pour toutes ces réponses. Je crois qu'on a apporté pas mal de précisions sur ce nouveau navire. Je pense que beaucoup attendaient cette présentation. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'équipe si vous avez d'autres questions. Et puis sur les prix et les itinéraires de ces voyages. Merci à tous les deux, Christian, Sophie, d'avoir été là ce soir. Sophie pour nous avoir présenté ce merveilleux navire et puis Christian, comme d'habitude, d'être là avec nous pour porter ces projets et ces itinéraires. Un petit mot de la fin si vous souhaitez. Merci à tous et hâte de vous retrouver à bord. Ouais, et puis j'espère un jour avec Sophie, parce que franchement, le jour où Sophie sera commandant et moi chef d'expé, ça faudra le marquer d'une croix. Je sais pas si ça arrivera, mais on va essayer. Par contre, attention, les gens dormiront peu, je pense. Allez. En tout cas, à vous aussi, merci de votre attention et puis si on ne se revoit pas, si on s'écrit pas, s'il n'y a pas d'autres webinaires, parce qu'il n'y en aura pas a priori, c'est déjà l'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous des belles fêtes. Moi, j'adore la période de Noël parce évidemment, je suis catholique comme beaucoup de gens, mais surtout parce que c'est un moment où on pense aux autres. On est obligé de penser aux autres, ne serait-ce qu'en faisant des achats. Et ça, c'est un moment merveilleux. Et puis, si on peut penser aux autres, ça veut aussi dire qu'on pense à ce qui nous entoure, à la planète, etc. Et c'est pour ça que Noël est un moment extrêmement réjouissant. Mais ensuite, on débute une année et là, ce sera l'occasion de se revoir. Merci pour ces mots de la fin. Effectivement, belle fin d'année. Et puis, on se retrouve évidemment pour de nouvelles présentations, pour de nouveaux webinaires dès 2025. Belle soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.